Salut tout le monde, on est de nouveau sur le petit live du vendredi. Donc bienvenue à celui qui me regarde, nous sommes deux pour démarrer cette session du vendredi 13h. Je vais commencer à rester sur cet horaire-là de manière à habituer tout le monde, voir si ça passe, si ça arrange, et prendre des petites habitudes. Voilà. Donc ce sera le live du vendredi. Toujours la même chose. En bas, vous avez le lien vers l'article qui nous sert de débat aujourd'hui. Salut Axel, salut Zino, bienvenue les gars. Aujourd'hui, on va parler du basket amateur. Donc c'est un sujet passionnant parce que c'est voilà le sujet qui concerne quasiment l'intégralité des passionnés de basket. Il y a peu de gens qui œuvrent au milieu des structures pro. Et quand bien même on œuvre dans une structure professionnelle, il y a toujours une filière amateur, même dans les clubs pro qui sont souvent dissociés. Et donc, j'avais envie de faire cet article parce que j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses à dire sur le basket amateur et notamment le paradoxe et le décalage entre ce qui nous est demandé et ce qu'on est en capacité de faire en tant que bénévole, dirigeant, même salarié. Voilà, il y a des choses qui à mon avis, méritent d'être améliorées. Non pas qu'elles sont mauvaises, mais d'être améliorées. Salut Yacine. Alors, donc, je vais faire comme d'habitude. Alors, vous likez, vous mettez un petit bonjour pour que je puisse vous identifier rapidement. Et partagez surtout si vous avez envie la vidéo. Alors, je vais partager, comme d'habitude, l'article pour qu'on parte sur des bases cohérentes. Alors, je ne sais pas si vous l'avez tous lu, les gars. Et les filles, s'il y en a avec nous aujourd'hui, mais l'idée, c'était deux choses. D'abord, de montrer qu'en fait, le basket amateur se télescope forcément à des contraintes liées à la professionnalisation et à l'élitisme de notre sport, puisque les clubs amateurs sont affiliés à la Fédération française de basketball, dont le but est d'aider au développement national, mais aussi et surtout, et il ne faut pas s'en cacher, de fournir des joueurs pour les équipes de France et que ces équipes élites performent de manière à améliorer l'image du basket français dans le monde et à justifier sa capacité à structurer tout ça. Donc ce basket amateur, il est pris entre ces deux feux. La deuxième chose, c'était que on a dans le basket amateur, de manière officielle, regroupé et toutes les équipes jeunes et jusqu'en National 2 garçons et en National 1 féminine. Et pour ceux qui côtoient le milieu du basket en senior, on sait très bien que dès la National 3, voire même la Régional 1 chez certains clubs, la N2, on a d'amateurs un petit peu que le nom avec des joueurs indemnisés, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, vous me connaissez, on ne fera pas d'hypocrisie. Donc on a des joueurs payés, des joueurs payés à jouer en National 2, National 3. Donc, où est le côté amateur? Comment on jongle avec ça? Et surtout, ça veut dire que des dirigeants qui sont censés gérer des amateurs ne sont déjà plus dans ce cas de figure-là. Donc, ils sont obligés de jouer avec les budgets, ça, c'est pas des choses faciles et ça amène à des contraintes qu'on a publiées dans l'article. Donc, l'article, on avait abordé l'aspect sportif, c'est-à-dire le rapport à la compétition, c'est ce que je viens de vous dire, les exigences en niveau amateur et l'approche globale des comités et des ligues, je vais en revenir, qui font d'un autre côté un travail formidable sur plein de choses, mais qui sont pris, eux, entre deux feux, entre la Fédé et le besoin de leur club dans leur structure territoriale. Ensuite, il y a la législation, où là, c'est une vraie contrainte pour les clubs amateurs, parce qu'il y a beaucoup d'impératifs pour des gens dont ce n'est pas le métier. On rappelle que 99% des dirigeants, c'est pas leur boulot, ils sont pas rémunérés là-dessus, donc il faut aussi leur tirer notre chapeau, parce que c'est un boulot de dingue, quoi. Et ensuite l'administratif, qui là encore est en décalage. À mon avis, c'est peut-être le gros point où je pense que les clubs amateurs sont en saturation totale de l'administratif, et on en parlera après. Voilà pour mon introduction. Alors, je vais Voilà, je vais arrêter le partage. Je reviens vers vous. Salut Erika. Tiens Erika, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Je t'avais pas vu sur un live depuis un bail. Ben Farida, toujours présent. Alain, salut, toujours là aussi. Voilà, donc en introduction, évidemment, vous n'attendez pas. C'est-à-dire que si vous avez
immédiatement des remarques à faire, des échanges. La discussion peut partir sur un autre contexte, sur un autre sujet. Enfin, pas un autre sujet, mais on reste dans le basket amateur, mais sur d'autres problématiques que ce que j'ai évoqué. C'est l'intention du live, c'est de voir un petit peu ce que vous avez, vous, au quotidien dans vos clubs. Et là, on est en train de parler de vos clubs. Donc, n'hésitez pas à rebondir sur ce que je vais préciser. Donc, bonjour Corentin en même temps. Salut, bienvenue à toi. Donc, je repars sur mon article. Alors, le sportif. Donc là, je l'ai redéfini avant. Dans la branche du sportif, y compris la Nationale 2, la Nationale 1 en filles et tous les niveaux en dessous, y compris jeunes. Il faut bien repréciser à tout le monde que les équipes de championnat de France jeunes sont considérées comme du basket amateur aussi, évidemment. Donc, dans le langage usuel, on va dire de manière très simple que le basket amateur, c'est en règle générale des niveaux où il n'y a pas de rémunération, où personne n'est rémunéré, où ce n'est le métier de personne. Ça veut dire que ces gens-là vivent d'autre chose. Donc c'est là où moi, c'est ce que je mettais dans l'article, on renvoie un petit peu à l'honnêteté et des dirigeants et des joueurs. Bon, il y a certains niveaux, on sait très bien que les joueurs ne font que ça. Voilà. Donc là, on est un petit peu dans une hypocrisie qui moi, me gêne un peu parce que autant dire les choses parfois. Et voilà. Donc ça, c'est le côté un petit peu problématique. Ensuite, il y a le rapport le rapport complexe à la compétition pour les clubs amateurs. Parce que je le mets dans l'intro. Alors, j'ai volontairement fait une provocation avec notre fameux Pierre de Coubertin, avec sa phrase l'important, c'est de participer, dont la France en a fait la devise. Et je suis convaincu que c'est de cette phrase-là que l'aspect compétition est devenu un gros mot. Et faire de la compétition, vous voyez même chez certains parents, c'est un gros mot. Or, à mon humble avis, la compétition n'a rien à voir avec le niveau. La compétition, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire je m'entraîne pour progresser. Je suis rigoureux dans mes séances, que ce soit tant de la part de l'entraîneur que des joueurs. J'ai envie d'avancer. On peut très bien avoir un groupe ultra compétitif en U11 parce qu'ils sont ultra entraînables. Je ne parle pas de niveau de jeu ni de victoire. On peut avoir un groupe très compétitif en U11 départemental 2 et avoir un groupe de championnat de France U18 particulièrement pas compétitif parce que inentraînable, parce que pas sérieux, parce que pas dans la rigueur, etc. Et moi, cette notion-là, pour moi, la compétition, c'est pas un gros mot. Mais du fait même de notre ami Pierre de Coubertin, en France, c'est devenu un gros mot. Et donc, ça se télescope avec le basket amateur, parce que le basket amateur, normalement, en fait, c'est pas la compète, quoi. Mais on sait très bien que dans nos clubs, il y a, bien entendu, la compétition qui débarque. Il y a la compétition avec nos équipes seniors parce qu'on veut qu'elles marchent bien. Proposer de la compétition et du niveau, c'est aussi permettre à tous nos licenciés de s'y retrouver parce que pourquoi il n'y en aurait que ceux qui ne veulent pas faire de compète? Il y a aussi ceux qui veulent en faire, donc ça c'est important et c'est l'objet de vos structures. Voilà. Et puis ensuite, le rapport à la compétition, c'est aussi lié la difficulté du basket amateur, c'est lié aussi au cahier des charges. Je ne sais pas pour certains, je vais revenir un peu vers vous, ce sera plus agréable de me voir. C'est que, dans notre département notamment, y compris dès les championnats U13 régions, il y a des dossiers administratifs à faire, avec des dossiers à présenter au niveau des comités des ligues pour être reçus dans le championnat U13 régional. Il ne s'agit pas là de dire qu'il ne faut pas faire de dossier. Je conçois tout à fait le fait que ce soit impératif pour les ligues et les comités d'avoir une évaluation globale d'une équipe dont ils ne savent pas grand-chose. Donc c'est pour ça que ça passe par les détections, les sélections, les enfants la taille des enfants, le nombre d'entraînements par semaine, la qualité de l'encadrement, la structure du club, etc. Donc ça, je pense qu'évidemment, c'est indispensable. Moi, je suis juste là pour discuter des faits. Et dans les faits, et pour l'avoir fait de nombreuses années, mais vraiment de nombreuses années, quand vous avez des U13, U15, U17 et des dossiers régions à faire sur ces trois catégories-là, ça prend des heures et des heures à faire, quoi. Et à refaire, parce qu'il faut présenter un projet sportif, il faut expliquer tout l'organisation du club, il faut faire tout le listing des joueurs avec le détail des horaires, est-ce qu'ils ont fait des sélections. Et on passe un temps fou, et y compris les dirigeants. On passe un temps fou aussi en réunion, etc. Donc là, il ne s'agit pas de dire que c'est pas bien.
il s'agit juste de dire que pour des gens dont ce n'est pas le métier, je parle notamment de nos dirigeants, parce que nous, je m'inclus dedans, mais les salariés, c'est différent. C'est notre taf aussi de faire ces dossiers-là, mais on ne peut pas les faire sans les dirigeants. Il y a plein de choses qui nécessitent leur signature, qui nécessitent peut-être des tableaux de comptabilité, etc. Donc, on ne peut pas tout gérer. Et il y a télescopage entre ce que les dirigeants sont prêts à donner dans le niveau du basket amateur et tout ce qu'on exige administrativement parlant. Et je pense que sur le rapport à la compète et le cahier des charges des équipes, alors j'imagine pas, enfin, les cahiers des charges des National 2, des National 3, etc., mais voilà, j'imagine que ça se démultiplie. Et donc pour les dirigeants, ça fait beaucoup de choses. Et c'est ce que vous vivez, vous, au quotidien, sur l'aspect paperasse, cahier des charges en rapport à la compétition. J'ai bien dit par rapport, on est bien dans le paragraphe du sportif. Est-ce que vous vivez un peu la même chose ou pas du tout dans vos clubs? Donc Alain dit, en fonction de votre équipe Fagnon, vous aurez plus ou moins de licenciés chez les jeunes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce que veut évoquer Alain par cette phrase, c'est d'exprimer, je pense, si je me trompe, son sentiment qu'en fait, on n'a pas le choix que d'avoir des équipes qui se débrouillent pour aussi continuer d'exister et pérenniser dans le temps. Et donc ce télescopage, il est un petit peu là. Toujours par rapport à Pierre de Coubertin qui dit que l'essentiel, c'est de participer. Donc là, bah non, à un moment donné, il faut gagner parce que si vous avez que des équipes qui perdent tout le temps et que personne ne progresse, bon, vous n'attirerez personne, ni public dans les tribunes, ni... Voilà. Alors, je continue un petit peu. Il y a aussi une autre contrainte en rapport aux sportifs, c'est la question des statuts de l'entraîneur. On sait que normalement, à tel niveau, il faut tel diplôme, etc. Donc, ça oblige les gens, enfin les dirigeants, à s'inscrire dans de la formation. C'est indispensable la formation, évidemment, parce que si on forme, on augmente la compétence, et si on augmente la compétence, on augmente la qualité de niveau. Mais je m'interroge sur les statuts concernant les seniors, par exemple. Faut-il des statuts pour les seniors? Voilà, j'ai envie de dire que autant pour moi, à mon avis, ça se justifie en termes de contraintes pour les jeunes, parce qu'on est sur des âges où il faut les entraîner correctement et il faut faire attention aussi aux particularités. On en a parlé souvent dans nos articles, dans Basket Formation. Au particularisme aussi des enfants, tant physiologique que mental, que développement neurologique, etc. Il y a plein de choses à prendre en compte chez les enfants, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais chez les seniors, finalement, on peut faire n'importe quoi. Je provoque. Mais chez les seniors, on peut... Voilà, je m'interroge vraiment sur les statuts seniors. Quoi. À un moment donné, un club qui est en RA a-t-il besoin, pourquoi aurait-il besoin d'un entraîneur qui a un diplôme? Tant pis pour lui, quoi. S'il met un mec qui ne sait pas faire, et qui n'a pas de diplôme et qui ne sait pas faire, eh ben, ils descendent et puis ils seront les premiers pénalisés. Chez les jeunes, on n'est pas dans les systèmes de montée-descente, donc je trouve que la cohérence d'avoir des gens diplômés, pas diplômés, c'est pas le bon terme, mais formés pour entraîner les jeunes, c'est indispensable. Chez les seniors, finalement, qui d'autre que le club est pénalisé s'il met quelqu'un d'incompétent? Personne. Donc là, ça met des contraintes, je trouve, qui parfois sont un peu en décalage avec l'investissement possible des clubs, quand bien même ils mettraient de la bonne volonté. Ok. Et ensuite, pour terminer sur le sportif, j'en viens à parler des ligues et des comités, où, pour repréciser mon propos dans l'article, il ne s'agit pas de dire que les comités et les ligues font pas bien leur boulot ou que c'est nul, c'est pas ça. C'est juste que, pour expliquer à ceux qui ne sont pas forcément dans le clou du truc, les ligues ont l'autorité par la Fédé d'organiser le basket au niveau régional et les comités au niveau de la Fédé pour organiser le basket au niveau départemental. C'est-à-dire que si une ligue, on prend l'hypothèse d'une ligue fait n'importe quoi, la Fédé peut retirer les prérogatives d'organisation du basket sur son territoire à la ligue et la donner à quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Donc les ligues et les comités, par ce fait, sont assujettis à la Fédé totalement. C'est-à-dire que doivent être dans les clous de ce que dit la Fédé, évidemment, dans l'application de ce que demande la Fédé, évidemment, et leur job premier, et il faut l'assumer, il est non seulement d'organiser les championnats, mais il est d'emmener et de trouver le plus de joueurs pour aller vers le haut niveau. Voilà, et donc former les équipes France, parce que c'est le phare qui éclaire la fédération française et notre basket à tous. Donc ça, ils sont de toute façon toujours dans cette recherche-là, ils n'ont pas le choix.
dans la formation d'entraîneur et dans surtout la détection, la sélection, la détection, la sélection. Et c'est pour ça qu'existent les pôles, c'est pour ça qu'existent les multiples camps interligues, intercomités, etc. C'est parce que c'est leur finalité. Ce n'est pas que ça. Mais ces ligues et ces comités se retrouvent confrontés à quoi? Ils se retrouvent confrontés à des structures dont ce n'est pas l'objectif premier. Et c'est ce que je mets dans l'article. Il y a donc télescopage entre les ligues et les comités qui ont un objectif fédéral très clair, très défini et qu'on connaît tous, et les clubs qui, eux, avant de penser aux prérogatives fédérales, hein, le 3-3, le vivre ensemble, les sélections, voilà, tout ce qu'il y a à mettre en place, le fameux 2.0, mais les clubs, ils ne sont pas dans cette démarche-là. On leur impose, ce qui n'est pas pareil. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais en tous les cas, c'est ce qu'on fait. On leur dit maintenant, ça passe en e-learning, maintenant c'est nanana, etc. Donc les clubs qui, eux, n'ont d'autres vocations qu'à attirer des licenciés, dynamiser un contexte local, du lien social, créer des événements, de l'ambiance et avoir une vie sociale épanouie dans leur structure, se retrouvent confrontés à des soucis parce que c'est un peu, ça se télescope parfois avec les prérogatives des instances officielles. Et le troisième point, sur les fédés et les ligues, c'est que qui sont élus dans les fédés et les ligues? Les gens qui sont au sein des objectifs premiers. Et donc, on a ces gens-là qui doivent aller dans le parcours fédéral en appartenant à des clubs amateurs qui, eux, ne sont pas dans ce clou-là au départ. Donc, leur boulot, il est extrêmement difficile. Ils ont bien du courage parce que je pense qu'ils sont pris entre deux feux en permanence, entre attention, il faut qu'on fasse attention à nos clubs sur le plan de la dynamique et de l'approche amateur, et en même temps, on est bien obligé d'aller un peu vers le haut niveau, il faut jongler tout ça. Donc tout ça encore, c'est une autre des raisons qui font que le basket amateur se retrouve pris entre deux, dans un étau, et voilà, et se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises, comme on dit, sur l'approche. Alors ensuite, on a la partie. Alors d'abord, je vais vous redonner la main. Est-ce que sur la partie sportif, ça précise un peu pour ceux qui ont lu mon article mes propos dans l'article. Voilà, je voulais bien repréciser tout ce que j'avais mis et pourquoi je l'avais mis. Et ça, j'essaie pas de dire que certains bossaient bien et d'autres pas bien. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le paradoxe du basket amateur qui finalement, dans certains domaines, ne l'est pas du tout. Voilà, donc je vous laisse échanger un petit peu. On a Nassir, salut. N'hésitez pas si vous voulez rajouter. Dans ce cas-là, j'enchaîne. Donc ensuite, on a toute la complexité du basket amateur qui n'en est donc plus un. C'est toute la partie législative. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le détail parce que je l'ai passé vite là-dessus. La première partie, c'est qu'on est un monde d'employeurs. Donc, comme je le dis dans l'extrait, nous avons en France. Alors, j'avais les chiffres de 2012, en fait. Donc, sur le territoire national, nous avions 80 000 pas licenciés, pardon, 80 000 salariés des associations sportives de basketball. C'était en 2012. On est en 2020, j'imagine qu'on a augmenté puisqu'il y a eu des structures de clubs, les emplois ont continué à augmenter. Donc, bon, je ne serais pas surpris qu'on soit à 95, peut-être. J'ai mis 100 000, c'est une fourchette. Bon, on est peut-être 90, on est peut-être 110 000, mais on est aux alentours des 100 000 personnes qui vivent du basket dans le monde amateur. Donc, vous voyez bien qu'on est dans le monde amateur et en fait, il y a 100 000 personnes qui ne le sont pas. Voilà. Donc, moi, le premier d'ailleurs. Donc là, voilà, c'est pareil. Amateur, en fait, ça implique donc pour les dirigeants qu'en fait, ils ne sont plus que dirigeants bénévoles, ils deviennent patrons. Et patron, c'est plus la même. C'est plus de l'amateurisme. Patron, ça veut dire droit du travail. Ça veut dire des obligations. Attention, on va revenir aussi, le salarié a des obligations. Mais ça veut dire des contraintes dont le dirigeant qui finalement a accepté la présidence n'est peut-être pas préparé parce qu'il n'est peut-être pas patron dans la vie. Donc, tout ça, ça met des contraintes administratives qui sont très lourdes, non pas par rapport à la Fédé, là, mais par rapport à la loi française, par rapport à la Sécu, par rapport à l'URSSAF, à tout le monde, quoi. Et ces dirigeants-là se retrouvent confrontés à cette problématique de gérer des salariés en n'étant pas patron. Mais en fait, ils le sont. Donc là, c'est très complexe et je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite parce que ça ne doit pas être facile de gérer quelqu'un de gérer quelqu'un de salarié en sachant que pour nous, c'est une passion et qu'on n'a pas envie de se prendre la tête avec des soucis légaux, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour moi un point très, très important.
L'autre chose, par rapport au salariat, c'est que le basket amateur, normalement, est censé suivre, alors on va donner quelques exemples, la convention collective du sport pour les entraîneurs. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Est-ce que ça vous intéresse que je vous remette le lien de la convention collective? Je vais vous le mettre là. Je vais vous le mettre tout de suite sur le copier. Je vais vous le mettre dans les commentaires. Et puis, je vais vous l'afficher. Voilà. Donc ici, là, voilà, en commentaire, je vous ai mis. Alors, je vous le montre, mais je pense je vous le montre, ça donne ça. Hein. Bon, c'est un peu compliqué. Hein. Legifrance.gouv. Bon, après, bon courage. Donc, copiez-le sur les commentaires. Faites un copier-coller en partant des commentaires. D'accord? Donc, sur legifrance.gouv, vous avez accès à la convention collective. Bon, moi, je l'ai lu, évidemment. On voit bien que cette convention collective, elle a été dessinée, elle a été construite, elle a été créée pour le sport professionnel. Voilà, c'est une évidence dans le cadre de centres de formation, de responsables techniques, de managers sportifs, etc. En plus, ça va. Depuis cette année, les clubs ont l'obligation d'avoir un directeur sportif. Enfin, ça va aller de plus en plus dans les exigences là-dessus. Mais cette convention collective s'applique aussi à votre club de Ruffiac ou de, moi j'invente des noms, mais voilà, à vos clubs de petites communes. Si vous avez un salarié, et c'est proprement injouable, je veux dire, il faut être honnête, c'est injouable. On sait qu'un salarié de club, normalement, il est censé faire 35 heures. On sait tous qu'un salarié de club non professionnel, il fait 45, 50 heures, parce qu'il ne compte pas son temps, c'est un passionné, mais il devrait le compter son temps, un peu, pas trop, parce qu'on est dans un métier passion, donc là, il faut aussi savoir faire la part des choses. Mais on est un métier qui n'est pas normal, qui n'est pas dans les clous habituels. On a une convention collective qui s'applique et qui est inapplicable. Je vous donne un exemple. Normalement, si vous partez en déplacement en tant que salarié dans un club, donc je vous le dis parce que je fais partie, notamment quand vous faites du championnat de France, si vous partez avec vos U15 France à l'autre bout de la France et que donc vous partez à 6-7 heures le matin et que vous revenez à minuit, ça arrive, vous avez bien fait une journée de 7 heures minuit. Voilà, donc vous avez fait vos 15 heures, quoi. Vous avez peut-être même roulé le minibus. Normalement, il ne faut pas. Eh bien, la convention collective dit que vous avez bien travaillé 15 heures effectives. Mais vos patrons, ils vous comptent 2 heures, les 2 heures de coaching. Vous voyez que c'est inapplicable parce que s'ils appliquent les 15 heures de travail du dimanche, un dimanche sur 2, mais vous ne faites pas votre semaine. C'est-à-dire que vous ne pouvez même plus entraîner dans la semaine. Donc là, c'est pareil, il y a un télescopage entre le monde professionnel et le monde amateur où on exige des choses qui sont un petit peu compliquées. Voilà. Ensuite, on a la dernière partie qui est la partie administrative. Et c'est la partie qui m'intéresse le plus parce que je suis salarié de club depuis 10... Alors, je ne le suis plus depuis cette année parce que Basket Formation, vous me prenez un petit peu trop de temps, tous. Voilà. Donc, par choix, je ne suis plus salarié à temps plein, mais j'ai été pendant 18 ans salarié temps plein. En 18 ans, j'ai vu évoluer le côté administratif d'une manière hallucinante. C'est-à-dire que on est passé de situations où les dirigeants avaient juste les équipes plutôt à gérer, un salarié quand il commençait à arriver, etc., et rien de plus. Ensuite, se sont greffés tous les petits trucs qui paraissent rien, mais qui prennent du temps et qui nécessitent des réunions. Donc, les préparations de dossiers pour les régions, voilà, enfin, il y a énormément de choses qui sont greffées administrativement, donc des papiers à remplir, etc., qui ont rajouté des réunions. Et moi, le constat que je fais, c'est que je n'ai pas souvenir, il y a une vingtaine d'années, qu'on faisait 3 réunions ou 4, voire même 5, 6, 7 des fois dans le mois avec les dirigeants. Et les dernières années de ma pratique, alors Michel, salut Michel, tu vas être je sais, alors les autres peut-être, hein, s'il y a des salariés, vous me dites s'il y en a qui sont salariés depuis longtemps. Et sur mes dernières années, il y a un constat que j'ai fait, c'est que régulièrement, il y a certains mois, avec les dirigeants, on était obligé de se voir 5, 6, 7, 8 fois dans le mois, 9 fois, jusqu'à 21h30, 22h, 23h. Et ça, c'est compris dans les heures ou pas? Déjà, nous, les salariés, on ne sait pas trop, mais ça, c'est un autre débat. Le débat, il n'est pas là, parce que c'est aussi pénible pour les dirigeants. Ils ont une vie, ils travaillent, ils ont des enfants, ils rentrent, voilà, et le soir, des fois, pendant une semaine, ils vont avoir 3 ou 4 soirs de réunion. Et ça, je suis désolé, mais je vais mettre les pieds dans le plat, mais ça, c'est plus possible, quoi. On peut pas exiger de gens dont c'est pas le métier, on peut pas exiger de gens qui sont dans du basket amateur d'avoir un investissement temps qui corresponde à un emploi. Et il y a des dirigeants qui ça correspond à un emploi. Donc, par pitié,
Si on veut éviter les réunions, alors il y a des astuces. Hein. Les clubs, il faut déléguer. Il faut que des gens soient que dans une commission et pas dans 3. Enfin, voilà, bon, il y a plein d'astuces. Mais la finalité, c'est que s'il y a ces réunions, c'est parce qu'il y a des impératifs derrière. C'est tout. Il y a des impératifs, notamment administratifs. Et ça, je trouve que c'est ce qui épuise nos dirigeants. Ce sont les multitudes de choses à gérer tout le temps pour ça. Voilà. Le FBI, par exemple, alors, voilà, Michel dit un autre souci, c'est que le FBI est un super outil. On est tous d'accord avec ça, mais il faut une bonne maîtrise. Quand est-ce qu'ils sont formés? Voilà. Je suis pas convaincu qu'il y ait des formations pour les secrétaires. Voilà. Donc il y a des choses comme ça euh, importantes. Alors après, il faut que les clubs aussi s'habituent, comme dit, je mets Alban. Salut Alban, il a mis un commentaire intéressant. C'est la réunionite pro national. Moi j'avais mis Alban, j'avais mis basket amateur, le repère des réunions. Voilà. Oui, puis alors, voilà, Alain l'évoque aussi. Il y a tout ce qui est problème de dossiers de subvention avec les mairies, les CNDS. Et derrière, en plus, se sont greffés le basket 2.0 où la Fédé maintenant vous demande, vous dirigeants, d'organiser du 3-3, d'organiser du vivre ensemble, d'organiser du basket santé, du basket tonique. J'en oublie parce qu'il y en avait plein. Vous allez les retrouver avant moi. Et ça, j'ai le sentiment qu'on va cramer les dirigeants. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'ai vécu depuis 2-3 ans. On trouve plus de président pour prendre voilà, plus personne veut être président. Avant, on n'avait pas ce problème-là. Alors les gens se battaient pas non plus, mais il y avait des gens pour prendre les présidences. Et ça, c'est des signaux d'alerte pour moi, que la fédération ne voit pas. Eux, ils voient le coup qu'il y a des choses à faire pour développer, pour 2024, etc. Et donc, il faut le faire. Mais en même temps, ils ont affaire aux gens qui n'ont pas plus de temps qu'avant. Voilà. Donc, ça, c'est une vraie problématique. Et moi, j'interpelle la Fédé là-dessus. C'est qu'à un moment donné, il va falloir relâcher un peu parce qu'on va au-devant de grosses surprises dans les prochaines années en termes d'investissement avec des clubs qui fermeront boutique parce qu'il n'y a plus personne. Je le souhaite pas, mais on va vers ça quand même. Voilà. Donc voilà. Donc je pense que voilà, je suis venu, j'ai dégrossi un petit peu tout ce que j'avais mis dans le site, mais voilà. Alors après, je voulais vous faire rebondir. On va le lire ensemble parce que je ne sais pas si vous l'avez vu. J'enlève Alain. Je vais remettre je vous remets le lien vers l'article. Je ne sais pas si vous avez vu sur mon article, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. Parce que alors vous pouvez, sur tout le site, vous pouvez mettre des commentaires. Alors, je suis désolé, mais quand on finit regardez sur mon écran, quand on finit un article, là, je vous propose des articles qui sont un peu sur le même thème, d'accord? Il y a le téléchargement de mon livret. Et après, il y a commentaires, donc vous pouvez laisser des commentaires. Alors, on va lire ensemble. Il y a Duco, là, qui a mis un article. Je ne sais pas s'il est là en live. Un commentaire. Bon, c'est un peu un pavé, mais il soulève 2-3 petites problématiques et je voulais vous demander de réagir là-dessus. Je partage cette analyse étant éducateur bénévole depuis l'âge de 15 ans, 35 ans que je vois l'évolution du basket amateur. On demande aux dirigeants bénévoles, qui sont la plupart du temps des parents, d'être de plus en plus compétents dans le domaine administratif et juridique. C'est ce qu'on vient de dire tous ensemble et effectivement avec des responsabilités derrière. La fédération, ligue et comité oublient souvent d'accompagner les dirigeants bénévoles avec la dématérialisation des licences, très peu d'accompagnement sur le terrain et les parents sont livrés à eux-mêmes comme si tout le monde maîtrisait l'outil informatique. Pensez-vous que les familles monoparentales, souvent des mamans, sont en capacité de gérer cela en plus? Point d'interrogation. Je ne parle pas des paiements qui, avec ce processus, échappent complètement au club amateur, car les licenciés peuvent réactiver leur licence et sont qualifiés sans pour autant avoir payé la licence. Le club se voit ponctionner automatiquement par prélèvement automatique par son comité, mais doit courir après les paiements des licenciés. Cette problématique n'a pas été anticipée par les instances et place les clubs en difficulté de trésorerie. Est-ce que vous validez cet avis ou pas? J'ai besoin de vos avis de dirigeants s'il y en a. En ce qui concerne la formation, on s'aperçoit que la Fédé met en place des séminaires payants, 400 € par dirigeant pour apprendre à utiliser les outils informatiques de la Fédé. Je trouve cela choquant que les bénévoles qui font vivre les clubs et financent la Fédé via la cotisation des licences doivent payer pour apprendre à utiliser un outil informatique obligatoire. Les instances fédérales, ligues et comités devraient accompagner gratuitement les clubs dans les démarches administratives, juridiques, sportives. Le basket doit aussi se structurer. Voilà. Ah oui, c'est intéressant ça. Le basket doit aussi se structurer pour mettre en place des écoles d'apprentissage en alternance pour les BPGEP, pour accueillir les jeunes et pouvoir les suivre sur le terrain. Le SLUC Nancy a un organisme de formation officiel permettant de former et suivre les jeunes.
Qu'en est-il dans les autres structures? Le monde du bénévolat est en pleine mutation. Les éducateurs bénévoles dont je fais partie sont en voie de disparition. Ils seront remplacés par des salariés BPGEPS qu'il faut former et rémunérer. Nombre de petits clubs n'en ont pas les moyens. Ce n'est que mon point de vue. François Ducot. Alors merci d'abord François, je ne sais pas si tu reverras la vidéo, mais pour ton commentaire, parce que je trouve qu'il soulève plein de choses. Donc, voilà, donc je vais regarder vos commentaires parce que qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous partagez son avis? Et comment vous vous situez? Voilà, alors je donne un premier avis. C'est toujours pareil, moi je pense que l'idée n'est pas de critiquer pour critiquer, l'idée c'est de pointer du doigt ce qui est améliorable et là où il faut être vigilant pour que notre basket continue. Notre secrétaire, 37 ans de secrétariat, a arrêté cette année car l'ère du numérique l'a épuisé. Ok. Premier avis de la part de Michel. Deuxième avis. Les bénévoles sont en constante diminution. Ça, c'est pas nouveau. L'avenir. Alors, Corentin met un commentaire, je trouve intéressant. L'avenir est avec les grandes CTC. C'est vrai qu'on a des regroupements, un peu comme les intercommunalités, avec un secrétaire salarié par CTC. Tu as raison, Corentin. Je me demande si on va pas vers le salariat des secrétaires. Et je me dis que quand il y a 3-4 clubs qui font une CTC, finalement, à 4, ils ont un quart de salaire à payer pour embaucher quelqu'un qui gère le secrétariat de tout le monde. Je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Je connais pas beaucoup de clubs amateurs ou de CTC qui salarient un secrétaire. Est-ce que vous en avez? Voilà, on peut rebondir là-dessus aussi. Aujourd'hui, créer un trombinoscope pour chaque équipe, les licences dématérialisées, c'est bien. Mais le secrétaire doit vérifier tout le bordel. Après la préinscription, le temps fou que cela prend. Alors Stéphane, vraiment d'accord avec le fond. On parle bien du commentaire, Stéphane, du commentaire de François, c'est ça? Alors Julien, je crois Julien que le club où je suis a fait la même chose. Personnellement, chez nous, la licence n'est pas validée par notre secrétaire si le chèque n'a pas été donné auparavant. Donc effectivement, François là-dessus dans son commentaire fait une erreur. Non, il y a peut-être des clubs qui valident sans être payés, mais beaucoup de clubs valident les licences qu'après avoir paiement. C'est le seul moyen de levier qu'ils ont. Alors Stéphane, qui est en région parisienne, veut préciser. Le comité est en charge de l'organisation des compétitions. Sur notre département, parfois des championnats avec très peu de journées sportives. Ouais, on en a parlé en fait, Stéphane, au début des ligues et comités. Tu regarderas le live, j'avais fait un petit mot là-dessus. Voilà. Ah ouais, alors Stéphane. Alors après Stéphane, effectivement, alors le but du bon, Stéphane met des commentaires sur le prix des licences, mais en fait c'était pas l'objet de mon article. Donc on reste dans la problématique du basket amateur qui se retrouve confronté à des obligations qui ressemblent à ce que les clubs pro ont en termes d'investissement temps, d'obligations légales, de dossiers, voilà. Et donc c'était un petit peu là-dessus. Alors, je suis pas d'accord, Alain. Tu peux nous dire, Alain, dans quelle région tu es, mais les CTC, ça se fait pas pour une ou deux équipes, hein. Alors, je parle pour le département du 85 en Vendée. L'immense majorité des CTC se sont transformés en CTC de l'intégralité des deux clubs. Après, peut-être que la première année où tu en fais, tu as une ou deux équipes, mais très rapidement, généralement, les clubs, ils passent surtout. En tout cas, c'est mon ressenti. Ah oui, ok. Donc Julien confirme pour toi. Peu de CTC avec toutes les équipes dans la CTC. Chez nous, on l'a fait que sur le secteur féminin. Voilà. Donc voilà. Donc est-ce que vous pouvez mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce paradoxe et est-ce que vous le partagez sur le fait que finalement le basket amateur a quasiment, alors pas autant de contraintes que le club pro, mais j'ai envie de dire si autant parce que eux, ils n'ont pas de gens payés pour gérer tout ça. Alors que les clubs pro, ils ont plus de contraintes, plus de cahiers des charges, mais ils rémunèrent des gens qui ont le temps de s'en occuper. Et donc pour moi, c'est un petit peu injuste, quoi. Je trouve que c'est vraiment, vraiment compliqué. Voilà. Donc Julien partage mon avis. Après, j'aimerais bien aussi des gens qui partagent pas mon avis, s'il y en a. C'est intéressant. Voilà. Donc voilà pour mon live. Il y a pas d'autres commentaires, donc on va arrêter là. Ça fait 34 minutes. Est-ce que vous pouvez partager le live? Ce serait super. De partager le live Facebook de manière à ce que ça remonte un petit peu sur les problématiques que nous au quotidien on évoque, de manière à non pas à dire c'est nul, c'est pourri, mais à essayer de trouver des solutions et tous ensemble, quoi. Dans un futur proche, je vais essayer de me consacrer à
à écrire des articles répondant aux articles pour trouver des solutions. Par exemple, là, basket amateur, paradoxe, incompatibilité, trop de demandes, et faire peut-être un deuxième article intitulé basket amateur, des solutions pour l'améliorer. Vous voyez, je vais essayer de faire ça de manière à ce qu'on puisse aussi, nous, par vos idées aussi, apporter des réponses à nos instances pour qu'elles puissent non seulement écouter les critiques, mais peut-être avoir des pistes de travail qui, de temps en temps, peuvent les intéresser. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour le live, pour vous avoir suivi. On a encore été une petite vingtaine. Voilà. Donc, j'ai décidé, au moins sur quelques semaines, de faire le live tous les vendredis à 13h et on appellera ça le live du vendredi. Voilà, le vendredi live. Comme d'habitude, nous allons tâcher de remettre cette vidéo, ce live sur la page YouTube et de l'intégrer à l'article concerné de manière à ce que vous ayez les deux et vous pouvez retrouver tout sur ma chaîne YouTube. Je rappelle que les lives sont avec une vignette fond bleu. Voilà, pour ceux qui veulent. Merci à tous de ce petit échange et recommentez. On peut continuer à discuter ensemble là-dessus. Et partagez, là, c'était intéressant. Je pense que ce thème-là, il est très, très intéressant à faire remonter. À bientôt tout le monde. Ciao. À lundi pour le prochain article qui sortira lundi ou mardi, je ne sais pas encore. Salut.